Chers téléspectateurs, chers auditeurs, merci de rester fidèles à cette émission. L'Église intervient. Chaque 16 février de chaque année, on commémore nos morts, les martyrs chrétiens qui ont marché en 1992 pour réclamer justement la démocratie. Nous voulons justement en parler pour les nouvelles générations qui ne savent pas qu'est-ce qui s'était passé, et pour ceux qui le savent déjà, c'est toujours mieux de nous rappeler des bons souvenirs, même si cela fait mal au cœur. Pour en parler, nous recevons dans l'émission de ce jour le professeur Thierry Lando. Professeur, bonjour. Bonjour ma soeur. Bienvenue dans notre émission, c'est la première fois. Merci beaucoup. Merci justement de cette disponibilité. Vous avez accepté, malgré tout ce que vous avez à faire à l'université, vous avez accepté de venir nous en parler parce que vous étiez aussi parmi les initiateurs au début justement de ces mouvements qui a existé en quelque sorte, qui a donné du pouce à notre pays. Alors dites-nous, quel était l'objectif de cette marche du 16 février? Qui était l'initiateur et qu'est-ce que ça a laissé justement pour nous ici? Ben, je crois qu'il y a une chose, c'est que la marche du 16 février 92 a été initiée par le comité laïque de coordination. C'était un ensemble de laïcs qui participaient à la conférence nationale souveraine. Et à un moment donné, si vous vous rappelez, le gouvernement avait décidé, c'était à l'époque de Nguns Karlivon, qui était le Premier ministre. Qui était le Premier ministre, justement. Et il avait décidé de la fermeture de la conférence nationale souveraine après quelques mois de déroulement. Ben, à ce moment-là, c'était comme un couperet pour les Congolais. Parce que la conférence nationale souveraine résonnait comme une conférence de l'espoir. Hein. On était arrivé vraiment au bout du processus dictatorial et on se disait, ben, comme il y avait la conférence, au sortir de la conférence, on entrerait dans un processus de type démocratique. Bon, il y a eu des conférences nationales à travers l'Afrique et puis bon, c'est tombé chez nous et nous aussi on a eu notre conférence nationale. C'était un vent nouveau. Un vent nouveau qui traversait vraiment l'Afrique vers la démocratie. Alors tout d'un coup apprendre qu'on avait fermé la conférence nationale parce qu'en fait il n'y avait pas de moyens, ça avait trop duré, et bien là les gens se sont dit mais il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de porte de sortie de cette situation dictatoriale. Et c'est là qu'un groupe de chrétiens qui était à l'intérieur de la conférence nationale souveraine, il y a eu Papa François Kandolo qui malheureusement est déjà décédé. Oui, il y a Maman Kalanga, Françoise, et il y a eu aussi Pierre Lumbi qui est décédé dernièrement. Dernièrement, oui. Je crois que de ce groupe-là, il reste, de ma mémoire, il reste plutôt Mido, qui était le patron de l'hôtel Orangeret sur le boulevard. Okay. Je crois que lui, il est encore en vie. C'est un des témoins du groupe. Et le CLC, qui était organisé en 92, c'était un groupe informel, en fait. C'était pas une structure qui était dans l'église. Non, c'était en dehors de l'église. C'était des croyants qui se sont mis ensemble et qui ont lancé cet appel. Il y avait aussi les catholiques et les non-catholiques? Dans le groupe, c'était plus des catholiques. Et ils ont lancé le mouvement. Mais au moment où le mouvement se met en marche, dans les rues et même à travers le pays, ben là, les autres croyants vont se joindre. Oui, parce qu'on a eu des kibanguistes, on a eu des musulmans, on a eu des protestants qui vont adhérer à ce mouvement pour essayer de revendiquer la réouverture de la conférence nationale souveraine. Et ça, c'est important parce que souvent, quand les gens analysent la marche du 16 février, ils disent mais quel a été l'objectif? Est-ce que ça a été atteint? Rien n'a changé dans ce pays. Parce qu'on s'est dit avec beaucoup de morts, oui, qu'est-ce qui a changé? Mais les gens avaient marché pour qu'on rouvre la conférence. On n'avait pas marché pour chasser Mobutu, c'était pas ça. Et c'était ça la confusion qu'il y a eu en fait même dans le chef des dirigeants. Le régime Mobutu s'est dit c'est fini, avec cette marche-là, ben, on devra quitter le pouvoir. Donc, alors que les gens avaient en fait marché essentiellement pour qu'on rouvre la conférence nationale et que les choses se terminent de manière pacifique parce que c'était la seule voie, c'était vraiment dans la non-violence que ça devait se passer. Voilà, justement, professeur, comment c'était organisé? L'organisation même pour que ça réussisse? Parce qu'on parle que c'était une marche d'espoir qui a vraiment suscité l'enthousiasme de tout le monde. Oui, je crois que souvent on parle du moment où les choses se déroulent avec le comité laïque de coordination qui lance l'appel et qui voit le mouvement repris à la base.
Mais il faut avouer que c'est depuis 1980 ou entre 80 et 85 qu'un groupe comme le groupe Amos avait déjà commencé un travail de préparation de la population à la base. Dans la sensibilisation. Dans la sensibilisation avec des sessions de formation sur la non-violence active. Et le groupe Amos avait sillonné pratiquement à travers tout le pays, préparant justement des groupes, des gens à la non-violence et tout ça. Nous avons été pris en relais à l'époque par des groupes comme le groupe Jérémie à Bukavu, nous avons eu le groupe Nelson Mandela à Kisangani, nous avons eu les religieuses de Saint-Paul à Lubumbashi, et puis on a eu les demoiselles consacrées à Kikwit. De partout ça bougeait. De partout ça bougeait. À Kananga, il y avait un groupe Amos aussi, BIS, qui s'était formé. Donc tous ces groupes-là, lorsque l'appel a été lancé, eh c'est à partir de ces groupes-là que ça va se mobiliser, sans oublier aussi qu'à Kinshasa, il y a eu l'avantage d'avoir justement le clergé quinois, qui lui aussi s'est organisé et s'est associé à ce mouvement. Et c'est ainsi que tout a démarré. Et ce qui était intéressant, en fait, c'est de dire que quand nous voulons faire les choses ensemble, au-delà de nos ethnies, par rapport à un objectif précis qui concerne le bien-être de nous tous, eh bien, nous avons toujours arraché cela en tant que peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Hein? Aujourd'hui, c'est plus possible, non, apparemment. Je ne pense pas. Je crois que même aujourd'hui, je prends comme exemple aujourd'hui les manifestations syndicales des enseignants du primaire et du secondaire. Ça réunit tout le monde. Ils sont allés en grève. Le mot d'ordre a été lancé ici par des citoyens, par des laïcs. Eh bien, ce mouvement-là a pris de l'ampleur jusqu'à l'intérieur du pays. Et là, c'est toute ethnie confondue. Hein? Il n'y avait pas des Balouba, des Bayaka, des Baswahili, des Mongos, des trucs qui pouvaient se retirer pour dire que ça ne nous concerne pas. Mais tous les enseignants du primaire et du secondaire se sont mis ensemble pour dire « Hey, il y va de notre vie ». Donc, c'est pas impossible. Vous savez, souvent, dans ce pays... Ça dépend des orientations, des objectifs aussi. Hein? Ah, il faut toujours avoir un objectif. Hein? Il faut avoir un objectif, mais il faut aussi avoir des stratégies pour pouvoir mener ce type d'action. Il faut avoir aussi la volonté de faire des manifestations de type pacifique, non violente. Parce que si on y va avec la violence, ben, le système est plus violent que nous et ils peuvent réprimer encore davantage. On peut nous écraser. Oui. Alors, professeur, vous avez dit que les initiateurs de ces mouvements, de cette marche, jusque-là, c'est resté peut-être une personne, mais tous ne sont pas morts au même moment. Est-ce que parmi ces acteurs-là, certains ont changé, au fur et à mesure, ils ont changé l'idéologie de la lutte contre je crois que nous avons eu un membre du groupe du comité laïque de coordination qui lui est entré dans le régime, dans le gouvernement et a fonctionné comme politique en fait. Il s'est même fait élire, c'est un secret pour personne. C'est Pierre Lumbi qui est entré dans le gouvernement. Mais je crois que les liens qui le rattachaient avec les autres qui n'étaient pas entrés dans le gouvernement, ben, ce n'étaient plus les mêmes parce que l'autre à un moment donné a occupé même des fonctions de responsable de la sécurité au niveau de la présidence. Mais ce que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se bat dans le cadre de ce combat, nous ne nous battons pas contre des individus. Hein, parce que le mal, chaque individu peut le faire. Même moi, je peux faire le mal. Tout dépend des conditions. Okay. Hein, donc, le combat que nous menons, c'est contre un système. Or, le système a aussi sa résistance. Et dans sa résistance, le système est très intelligent. Il va phagocyter les membres du groupe. Hein, les plus faibles. Même les plus forts. Hein, le système fait en sorte qu'on retire un des membres et qu'on le place dans le système. Et une fois dans le système, ben, vous n'êtes plus syndicaliste là-dedans. On vous dit, vous faites le choix entre œuvrer avec nous dans le système ou vous occupez encore de ceux qui sont restés de l'autre côté. Avant, oui. Alors à ce moment-là, vous avez un choix à opérer et ce choix-là, c'est un choix courageux que vous devez opérer ou dire, voilà, moi je renonce, je démissionne par exemple, ou bien je continue, mais même en continuant, voici ma ligne, c'est ça que je voudrais suivre et je voudrais servir de modèle. Et cet exemple-là, en fait, m'insiste à dire une chose, c'est que il ne faut pas y aller seul. Lorsque le système phagocyte quelqu'un, il ne faut pas que cette personne-là reste seule. Il faut que ceux qui sont dans le système, qui sont restés à la base, puissent devenir un soutien fort pour cette personne afin qu'on continue à réaliser cet idéal-là. Mais jusqu'à un certain niveau, professeur, chaque date-là, la commémoration des 16 février, avec quelques manifestations encore qui se faisaient, et à un moment donné, on a suspendu. Pourquoi est-ce que le départ de certains a fragilisé en quelque sorte les groupes? Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que
le combat continuait. C'est-à-dire chaque 16 février, le système ne voulait pas justement qu'on fasse ces commémorations. Parce que le système n'aime pas l'histoire. Il ne faut pas rappeler au peuple qu'il a eu un moment glorieux dans sa vie. Justement. Il ne faut pas montrer à ce peuple qu'il a été capable de faire quelque chose. Et on le voit aujourd'hui aussi. Hein, chaque fois, il y a ce que moi j'appelle une ficelle de la manipulation, qui est la ficelle de la fatalité. C'est de dire rien ne changera. Et ça, le système et les régimes répètent cela au niveau de la population. Et c'est pour ça qu'ils refusent qu'on fasse des commémorations, des manifestations par rapport au 16 février et par rapport à d'autres moments de victoire de ce peuple. Alors, professeur, est-ce que cette marche-là a fait naître une nouvelle église? Oui, je crois. Je me rappelle même au début, lorsque les marches ont commencé, bon, nous sommes des humains. Il y a eu des paroisses, par exemple, où les curés étaient réticents à se mettre devant avec leurs fidèles pour y aller. Ils ne comprenaient pas encore, peut-être. Bon, ils comprenaient, mais bon, la peur, il n'y a pas que le Christ qu'il a eu. Nous aussi, on a peur aussi dans certains moments. Mais bon, il faut toujours qu'à certains moments, on dise que la volonté du Père s'accomplisse. Mais il faut encore qu'on arrive à cette phrase-là. Donc, je crois que l'église qui est née, c'était devenu une église de baptisés. C'était plus une église de pasteurs et de brebis. Non, c'était une église de croyants, des gens qui ont été baptisés, qui sont égaux devant leur baptême. Et des enfants de Dieu qui créaient à l'image de Dieu. Et là, le rapport qui était là, c'était plus un rapport de supérieur à inférieur. C'était un rapport fraternel. C'est cette église-là qui est en train de naître où, en fait, des valeurs que nous retrouvons comme étant des valeurs humaines, des valeurs chrétiennes, vont animer cette église-là. Et là, moi, ce qui me frappe, c'est que il y a eu des moments où les fidèles sont sortis, et le curé a dit, non, moi je ne sors pas. Et les fidèles qui sont partis ont dit, bon, quand nous on revient, on n'aimerait pas te voir ici. Donc les chrétiens étaient décidés. Ils étaient décidés. Et il y en a qui sont partis sans même leur curé, et puis le curé a été rattrapé par la suite. Mais il y a eu aussi des curés courageux qui ont dit, ben, hey, moi, je pars avec les biens. Donc je crois que devant le risque, devant cette souffrance-là, devant cette misère-là, eh ben, à ce moment-là, il y a eu un corps qui s'est formé. Cette église qui est devenue une force, qui l'est encore jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, parce que la lutte continue. Mais oui, vous entendez le soubresaut dans les relations églises avec ceux qui dirigent le pays. Ces soubresauts existent tout le temps parce qu'en fait, l'église constitue une force. Et moi, je dis... l'Église, c'est le berceau de notre démocratie. Justement, surtout l'Église de la RD Congo. Oui, c'est vraiment le berceau de notre démocratie. Parce que c'est ici qu'on apprend les valeurs, c'est ici qu'on s'entraîne, c'est ici qu'on se prépare. Ailleurs, ce sont les partis politiques qui sont en fait les berceaux, les piliers de la démocratie. Parce que dans ces partis politiques, il y a des démocrates. Ici, nous avons des partis politiques sans démocrates. Donc ça ne peut pas servir de pilier. Et l'Église, à ce moment-là, a un rôle à jouer. Mais bon, il faut savoir aussi que nous sommes dans un système néocolonial, dans un système néolibéral qui n'aime pas voir l'Église dans les milieux politiques. Et le combat va continuer, il va se poursuivre jusqu'au moment où on va trouver des formules où les croyants, les chrétiens, les laïcs vont réellement entrer dans cette mission pour pouvoir investir les espaces politiques et transformer notre société. Alors, professeur, que devons-nous retenir ou conserver de cette marche au niveau de l'Église, au niveau de la population? Surtout au niveau de la population, aujourd'hui, on sent cette division. Il n'y a pas l'unité, qu'on a les destins communs pour pouvoir justement dénoncer ce qui ne va pas. Oui, souvent on parle du manque d'unité au niveau de la population. Moi je dis, c'est faux, c'est un discours qui vient des dirigeants. Par exemple, on parle de plus en plus de tribalisme aujourd'hui. Le tribalisme n'est pas le fait de la population. Le tribalisme, c'est une stratégie utilisée par tout celui qui est au pouvoir. Une fois qu'il arrive au pouvoir, il fait croire aux siens qui sont proches que, voilà, nous devons protéger notre pouvoir. Mais entre-temps, il est contre tout celui qui va lui dire que vous êtes en train de pratiquer du tribalisme, parce qu'en fait, celui-là met en danger son pouvoir. Mais quel est le pouvoir que l'on met en danger? Le pouvoir que l'on met en danger, c'est un pouvoir vampire qui se nourrit du sang de nous tous, au-delà de nos ethnies. Vous savez, ma soeur, moi, je dis toujours une chose. À l'époque de Mobutu, on disait que Jérusalem était en Bandaka.
À l'Équateur, oui, parce que c'était l'été de l'Équateur. Il était l'Équateur. Mais quand on va découvrir Mbandaka, c'est une ville poussiéreuse, et puis sans lumière, pauvre, comme toutes les cités de notre pays. Donc ce n'était plus là. Après Mobutu, on a cru que Jérusalem était partie à l'est du pays, hein, dans les villes bénies de l'est, comme Béni et les autres. Mais ces villes, elles sont restées dans des atrocités, dans une guerre jusqu'aujourd'hui. Donc Jérusalem n'est pas allé là-bas non plus. Et aujourd'hui récent, Jérusalem, on nous dit, il est au centre. C'est parti au Kasaï. Mais il a suffi d'un voyage du président au Kasaï pour se rendre compte que les frères du sang sont même en train de boire le sang de leurs propres frères. Hein? Et à ce moment-là, ben, on se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Le vrai problème, c'est que nous sommes dans un système où le moi d'abord prime. Et quand le moi d'abord prime, il n'y a pas de division des gens entre ethnies. C'est faux. Vous allez à Massina là-bas, vous savez... Les gens ont toujours vécu ensemble. Mais écoutez, Maman Mujinga et Maman Muzinga, bon, celle-là Mujinga, elle est du Kasaï, Muzinga, elle est du Bandundu du Kwango. Ces deux mamans vivent ensemble. Ces deux mamans se partagent le maïs, c'est ce qui fout à Muninga et Tebi. Ces deux mamans se partagent le sel ou le piment quand le mari arrive qu'il n'y a pas de piment de l'autre côté. Alors, à partir de quel moment ces deux mamans vont se battre? C'est à partir du moment où un chef fait croire à l'une que maintenant, il faut défendre notre pouvoir. Mais ce n'est pas notre pouvoir qu'on défend à ce moment-là. C'est le pouvoir de celui qui parle. C'est un pouvoir égoïste et il va impliquer tout le monde. Mais je dis toujours que la misère n'a jamais élu domicile dans les maisons de ceux qui sont au pouvoir. Mais pourtant, la même misère, vous la trouverez dans les cases des gens de même ethnie, hein, mais qui sont éloignés du pouvoir. Donc je crois que là, il y a un travail à faire. Il y a un travail pour que nous puissions faire comprendre cela à notre population, mais aussi pour que nous puissions dévancer les dirigeants qui mettent ce discours-là sur le dos des populations. Mais parce qu'on dit que la population, c'est la population qui choisit. On peut se choisir justement les vrais leaders. Selon vous, 2023 arrive. Quelle est l'image idéale d'un bon leader? Parce que nous devons sensibiliser aussi notre peuple. Oui, la sensibilisation doit se poursuivre. En 2023, je crois qu'il y a une chose qui est intéressante. Il faut aussi partir des acquis que nous avons eus. Hein. Depuis 2006, 2011, 2017, 2018 plutôt, et maintenant on va aller en 2023. C'est vrai que pendant toutes ces années, par exemple, nos dirigeants nous ont habitués à la fraude électorale. Nous n'avons pas eu d'élection avec la vérité des urnes depuis 2006. Ça n'existe pas jusqu'à ce jour. Donc le vrai combat pour 2023, c'est d'organiser des élections sans fraude. Mais les élections sans fraude ne seront pas organisées par ceux qui sont au pouvoir. Elles seront organisées par l'implication du peuple. Comment? Ah ben comment? Parce que d'abord, ma soeur, dans chaque bureau de vote, d'abord, pour nous les catholiques, je voudrais même m'interpeller moi en tant que catholique. Les bureaux de vote sont situés où? Dans nos écoles. Donc on va positionner les gens là-bas dans les bureaux. Alors dans nos écoles, il y a des gens dans les bureaux. Mais qui sont les gens dans les bureaux? Ce ne sont pas les gens du pouvoir. C'est moi, c'est vous, c'est le pauvre, le petit citoyen, l'enseignant de notre école, le directeur de notre école. C'est lui le patron du centre de vote. Mais qui ne disent pas que parce que c'est les frères de bon sang, tout dépend aussi. Oui, mais d'accord, mais le problème est celui-là. Si nous voulons nous en sortir, si on peut avoir des élections zéro fraude, eh bien, il faut que chacun de nous s'interpelle. Parce qu'en fait, la fraude ne réussit que grâce à toi et moi. Le jour où toi et moi nous disons non à la fraude, ben, il n'y aura pas de fraude dans les bureaux. Parfois, professeur, parfois, ceux qui sont au pouvoir ne suivent même pas ça. Même si on sait que c'est X qui a gagné, mais on proclame une autre personne. Oui, mais c'est vrai. Mais c'est là qu'il faut... Et nous ne faisons rien à ce moment. On s'assoit, on accepte. Mais c'est ça l'erreur. Normalement, les populations devraient se doter des structures qui leur permettent d'avoir les preuves. Les preuves que nous avons élu telle personne. Les PV dans les bureaux et tout ça, il ne faut pas aller les déchirer, il faut aller les prendre, les multiplier, les garder. Pour que le moment venu, nous soutenions le candidat que nous avons élu. Aujourd'hui, ma soeur, il y a des gens qui n'ont pas été élus dans nos provinces, dans nos circonscriptions comme députés nationaux. Mais on leur a donné juste les pouvoirs. Bon, mais
ces personnes ne peuvent même pas venir en vacances parlementaires chez nous, tout simplement parce que la population ne se reconnaît pas dans ces personnes-là. Et ces personnes le savent. C'est pour ça que les vacances parlementaires, ben, on les fait en Europe. On ne les fait pas dans la circonscription électorale. Ce n'est pas pour le peuple, mais pour soi-même. Donc je crois que rien que cette perspective-là peut nous permettre, nous en tant que peuple, de dire, moi je suis dans le bureau, je suis accesseur, je suis témoin, je suis observateur, eh bien, je fais mon travail correctement. Hein, et lorsque nous avons terminé les élections et qu'il y a des bulletins qui restent vides, eh bien, personne ne peut venir nous dire, écoutez, remplissez à mon nom et cochez à mon nom. Nous refuserons cela. Et si dans chaque bureau, nous pouvons faire cela, si tous ceux qui vont entrer dans le bureau peuvent être armés moralement, par rapport à 2023, eh bien à ce moment-là, nous pouvons réussir. Je ne dis pas qu'on va tout réussir, parce qu'en fait, le processus démocratique aussi, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas quelque chose que vous avez en une fois, c'est un combat, même en Occident, les gens sont en train de se battre. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de voir dans ce combat, quelles sont les petites victoires que nous avons, que nous accumulons. Et il faut les répéter au peuple. Il faut lui dire qu'il est capable de faire des choses. Il faut lui montrer cela, parce que les dirigeants ne vont pas le lui montrer. Ils vont lui dire, rien ne change. On va les distraire. Je pense que 2023, rendez-vous 2023, on va sensibiliser les gens, on va y arriver. Professeur, mais il y a déjà le président de la CENI qui semble faire comprendre aux gens que les élections, peut-être pas en 2023, parce qu'il n'y a pas l'argent. Je ne sais pas, cette formule que nos frères et sœurs des Bénis ont adoptée l'autre fois, nous avons vu, on les a privés de voter, mais ils ont utilisé les papiers. Peut-être qu'on peut aussi adopter ça. C'était symbolique, mais c'était très fort. Hein, ça montrait justement la possibilité d'un peuple de s'organiser pour pouvoir faire des élections en dehors de tout ce tralala officiel qui est en train d'aller vers des trucs manigancés. Hein, mais ce qui est important, vous savez, les gens ont dit aujourd'hui, non, la CENI a proposé des préalables. Mais hier, on appelait ça des contraintes. Hein? Donc les métaphores... Justement, ça change, c'est le vocabulaire. Oui, voilà, la métaphore change, mais le processus tel qu'il se déroule n'est pas différent de celui de 2006, de 2011, de 2018. C'est la même chose, il y avait des contraintes, il y avait des préalables. Et moi je dis ceci, c'est que ces contraintes et ces préalables, et tout ce discours autour des possibilités d'avoir les élections... On risque d'avoir aussi les dialogues. Hein, oui, c'est tout ce qu'on dit là, c'est de la distraction. En fait, regardons le processus. 2006, 2011, 2018, on nous a dit ça. Et puis brusquement, il y a eu élection. Donc en fait, c'est une stratégie pour conduire la population aux élections par surprise. Justement, on ne se prépare pas. On ne se prépare pas. Et on est là tout le temps en train de crier, on ne veut pas de la Cour constitutionnelle, on ne veut pas de ceci. De la machine à voter. De la machine à voter, et puis en dernière minute, on va voter avec la machine à voter parce qu'eux, ils ont déclenché le processus. Justement. Donc, mais maintenant, là, nous devons tirer des leçons de cela. Au lieu de nous laisser distraire par les contraintes, les trucs. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent mettre la pression par rapport à ces questions-là. Mais nous tous, nous n'allons pas nous focaliser là. Nous autres préparons les élections. Faisons comme si ces élections vont avoir lieu en 2023. Et nous les voulons en 2023. Et nous pouvons exiger ça aussi. Et oui, quand nous serons prêts. Parce que le problème, c'est que les autres déclenchent les élections quand eux sont prêts. Mais maintenant, il faut qu'on déclenche les élections quand nous sommes prêts. Et 2023, pendant que eux se préparent maintenant, nous aussi, on prépare la population. Merci beaucoup, professeur. C'est très intéressant d'être avec vous sur ce plateau. Malheureusement, on me dit que nous avons avancé, mais avant quand même de nous séparer, cette année, pour le 16 février, vous avez préparé quelque chose? Oui, cette année, nous avons une manifestation demain. C'est une conférence au niveau du CEPAS. Et je crois dans les après-midi à 16h, nous avons la grande messe pour nous souvenir de toutes ces personnes. Mais il n'y aura pas que les personnes mortes le 16 février, parce que le 16 février a déclenché d'autres mouvements. Hein. Nous avons eu, par exemple, au mois de janvier 2015, d'autres mouvements aussi où il y a eu des frères et des sœurs qui nous ont quittés. Et nous avons eu en 2017, fin 2017-2018, avec le comité laïque de coordination, hein, tout ce mouvement qui, en fait, a permis la transition pacifique de ce pays. Et encore une fois, vous allez voir que pour les dirigeants, dès qu'il y a eu transition pacifique, on a commencé à confier ça à des dirigeants. Hein, on a dit que c'est le président Kabila qui est le père de la transition pacifique. Alors que la transition pacifique, c'est le fruit du combat d'un peuple, hein, qui a versé son sang pour imposer cette transition démocratique. Donc, et l'Église en a lutté, l'Église catholique a lutté pour ça. L'Église, c'est tout ce, pas seulement la hiérarchie, mais c'est tout ce clergé, les chrétiens qui ont marché ici. Et il y a eu plusieurs églises impliquées dans ce mouvement.
mouvement-là. Donc je crois que c'est pour commémorer tous ces fils et toutes ces filles, ces dignes fils et dignes filles de ce pays, pour qu'en souvenir de ces personnes qui ont versé de leur sang, nous puissions continuer à mener ce combat, parce que c'est un combat qui doit aller vers un processus démocratique qui met l'homme au centre de ses préoccupations et qui rende la dignité aux Congolais et aux Congolaises. Juste pour quelques secondes, les derniers mots dans l'émission de ce jour que vous pouvez adresser à tous ceux qui nous suivent, surtout qu'on est au début de l'année encore. On présente souvent de manière formelle, on présente les vœux les meilleurs à tout le monde, mais moi j'ai plutôt un sentiment d'espoir. Je garde de l'espoir. Je sais que nous y arriverons. Parce qu'ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Ensemble, en tant que peuple, nous ne pouvons pas continuer à nous battre comme ça sans que Dieu nous laisse. Il a toujours demandé à aller remplir vos cruches et puis ramenez-les. Allez prendre le pain et le poisson que vous avez, ramenez-le et moi je vous ferai ce miracle. Je crois que nous sommes en train d'accomplir notre mission. Nous sommes en train de nous forcer et de dire au Seigneur, nous remplissons nos cruches. Nous n'avons pas encore rempli toutes les cruches, mais il y en a déjà 3 ou 4 que nous avons remplies. Nous allons encore continuer à les remplir, Seigneur, pour que demain, justement, nous aussi on puisse avoir le bon vin et que nous puissions avoir cette bonne fête à travers le pays. Professeur, je suis d'accord avec vous. L'espoir fait vivre. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous venez de suivre professeur Thierry Landou qui nous a parlé de la date du 16 février qui a marqué l'histoire de notre pays dans les domaines de la démocratie. Professeur, nous vous remercions de nous avoir fait revivre ces moments-là, surtout les objectifs de cette marche qui reste surtout une leçon aujourd'hui pour nous les chrétiens et aussi tous les Congolais. Nous sommes souverains, le peuple est souverain, de pouvoir prendre son destin à main et imposer aux dirigeants vraiment ce qu'il faut pour qu'il y ait le respect des droits, de la démocratie, de la justice distributive, pour que les Congos soient unis, parce que nous tous, nous sommes Congolais. Nous devons nous aimer les uns les autres, regarder dans la même direction pour le développement de notre Congo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Eh bien, nous nous retrouverons prochainement dans une autre émission, avec toujours votre émission, l'Église intervient.